Ramzi, Ramzi, Ah, Démarrer, ok? Ramzi, allez-y. okay. Ramzi. Okay. Dear masters, dear colleagues, good evening. Yeah. On this 18th Orthopedic Monday, we will be addressing the topic of painful total knee replacements. So, as you all know, it is uncommon for us as orthopedic surgeons to encounter elderly patients who continue to report knee pain after a total knee replacement, even after a postoperative period of 2 years, sometimes more and sometimes less. Total knee replacement is one of the most commonly performed surgical procedures in orthopedic surgery, and despite the improved surgical skills aided by technological advancements, we still encounter unsatisfied patients, reminding us that we have yet to achieve perfection. So, as perfectly highlighted in a systematic review of the literature conducted by Mikhail G. between 2010 and 2022, 80% of patients remain unsatisfied after total knee replacement. And as noted from this 2018 paper, 3 groups of dissatisfied patients exist after TKA. We can find early dissatisfaction at 1 year, persistent dissatisfaction with longer follow-up, and late dissatisfaction developing in previously satisfied patients at 1 year. But we have to pay attention. Something important to retain is that pain is not a diagnosis. And Edson perfectly showed that unexplained pain is decreasing after 5 years in 50% of the cases, and revision without diagnosis is unsuccessful. So if you don't know the cause of the pain, do not revise. Following this, we need to consider whether there is an issue with the total knee arthroplasty causing pain, and it is likely to be a hardware problem, or it is a pain problem reported to a software problem as neuropathic pain and pain sensitization. And something important we have to insist on is that neuropathic pain is an underestimated problem in patients with pain after total knee replacement. It peaks at between 6 weeks to 3 months postoperatively. And this is a table showing some causes of pain after total knee arthroplasty. We can find intrinsic causes such as infections, implant malpositioning, extrinsic causes such as hip, spine, and vascular pathology, or other rare causes such as nerve-related problems and psychiatric disorders. And today we are going to see 5 cases. First case will be presented by Dr. Belgesem. He will be talking about malpositioning problems. For the second case, it will be reported by Dr. Enis Shabouni, and he will be talking about early infection. Late infection will be handled by Dr. Ahmad Ratib. Dr. Hassan Mehlil will be talking about hypersolicitation problems. And to finish, Dr. Belhaj Ali Farah will present us a case of quadricipital tendon rupture, and Dr. Triki will present the conclusion and some recommendations. So here we go with the first case, and please maintain your microphones on the mode mute. You can, if you have any question, you can write them on chat or let them for the end of the session. Here we go. Dear masters, dear colleagues, I'm really honored by this opportunity given to me. First, let me introduce myself. I'm Hatem Belgesem, fifth year resident working in orthopedic surgery department of Monastir. So we begin our session with this first clinical case. It's a 69 years old woman who underwent total knee arthroplasty in 2019 and consulted in 2022 for pain in operated knee that has been persisting since the operation. According to the patient, the pain started 1 year post-operative, immediately post-operative, and Yeah, Hatem, we don't see the slides.
And okay. The pain started immediately post-operative, and there were no signs of septic discharge or recent trauma. The patient worked with limb using 2 clutches, and the physical examination reveals a complete knee range of motion with varus laxity. The the preoperative radiographs show that she underwent previously a high tibial osteotomy, which makes things more complicated. These are the immediate postoperative radiographs, and as we see, the prosthesis was varus. At 3 months follow-ups, radiographs show the varus, and even in 6 months follow-ups, 1 year follow-up, and we see the beginning of the loosening, and even in 3 years, the loosening is clear. So at this point, we have a patient with an unhappy knee after total knee arthroplasty. So in our case, we proceeded with a CT scan showing the loosening of the prosthesis. We insist on the CT scan not only to visualize the loosening, but also to evaluate the bone stock. Now, after 3 years, the loosening is clear on the plain radiographs. And we measured the varus, which was enormous, around 22 degrees. To resume, we have a 69-year-old female patient that underwent a total knee arthroplasty in 2019 and is now in pain. There was no history of trauma or signs of infection. Radiographs show a nearly loosening of the prosthesis and enormous deformity in varus. Immediate postoperative radiographs show that the prosthesis was varus. Question number 1. At this point, was this loosening due to polyethylene wear, aseptic loosening, or osteoporosis, or mechanical defect? No, No, it's not- no, it's not the good question. no, it's a good question. Yes. The quiz. Okay. مرحبا. So, Sorry. mostly it can be a mechanical defect. And at this point, should we يا proceed فاخر with الميكرو يا فاخر no, فاخر وقف الميكرو يا فاخر قدورك. اوكي ديزولي معك. at this point, should we proceed with the joint aspiration? We didn't do a joint aspiration. We decided to proceed with the revision surgery. As you can see, we had the complete range of motion, and there was this varus laxity. There was no signs of infection, but there was enormous bone loss in the medial tibial plateau. And this can explain the medial laxity. So we have a bony laxity. Removing implants was no problem. Here is a video showing the removing of the femoral component, and we were left with a good bone stock on the femur. And here we illustrate how tibial component removal was done. And there is the medial tibial plateau bone loss, as you can see here. This is the medial tibial plateau bone loss. Then we proceeded removing intramedullary cement remnant, which is crucial and very important. And remember always to take your time and proceed step by step, trying to remove as much as you can remnant cement. This is also will make it easier later when preparing the intramedullary canal.
fluoroscopy images can be very helpful. And after this procedure, planting the trial components become easier. The bone loss at the tibial level was compensated by a 1 centimeter wedge. And do not forget to always evaluate the residual laxity with both the trial and the definitive prosthesis. We had no laxity left. This is the definitive prosthesis, and the range of motion, on immediate postoperative is complete. There was no deficit of the common perennial nerve. So in order to obtain the right mechanical alignment here, we used, as we mentioned, a 1 centimeter wedge on the medial tibial plateau and the tibial stem with an offset. And this is the 3 months follow-up, clinical follow-up evaluation that confirms the good results after vision. A complete range of motion, and she walked without limp. The 6 months postoperative follow-ups X-rays shows a good alignment. Also the same after 1 year, still the same alignment. And to conclude, we have a patient that had no pain relief since the first operation. The prosthesis was invarus. The first prosthesis was invarus due to malalignment or malpositioning that can be explained with the wrong level of osteotomy. I reviewed the literature. There was papers talking about the primary malalignment, which can cause painful total knee arthroplasty, and which is a recent subject of research. Many of these papers are talking about the malalignment and its effects on the mechanical function of the ankle, but there was only a few case reports who's talking about early loosening due to malalignment after total knee arthroplasty. In order to conclude, I recommend always a good planification with the planification of the level of osteotomy and the limits of the release, and the importance of CT scan if we have a painful total knee arthroplasty and loosening signs on the radiographs. And thank you for your attention. Thank you so much, Hat. So, any question, the attendees? Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? D'abord, je voulais souhaiter bienvenue à nos collègues tunisiens et algériens, Dr Ahmed, Dr Mahmoud Ben Maitigue, que je vois ici. Dr Mustafa Fadi in Libya, welcome. Any question? You can you can raise your hand if you have a question and unmute your mic, or you can write in the chat box. The chat box, you can write your question. If there is no question, Dr. Mahmoud, you have Ben Maitigue, you have any remark? Donc, merci Dr Hatem Dr Fakhereddine pour le choix de ce cas clinique. Donc, c'est un cas qui est très intéressant. Donc, c'est un décèlement précoce. Donc, il faut toujours garder dans l'esprit éliminer la cause, l'origine infectieuse.
Donc, mais c'est essentiellement un problème d'origine technique. Micro, s'il vous plaît. Ok, justement, hein, la question, il y a une question de la part de Dr Mostafa. There is one question which is about how to rule out first the infection. How you ruled out infection in this case? Comment vous avez fait, parce que vous n'avez pas parlé du bilan avant de procéder à un... The biology is still normal. CRP is normal. ESR normal. No problem. And there is no abnormality. There is no liquid in the joint. Il n'y a pas d'épanchement dans le genou. No fluid. No fluid in the joint. Oui. Et puis, c'était cliniquement, c'était au moment où j'ai vu, il avait une laxité osseuse très importante. C'est un genou hyperlaxe du côté interne, il y a un tassement osseux. Can you translate? Yes, so there's three arguments. First argument, it was the loosening of only one component of the total knee, which is the tibial component, and CRP ESR was normal. Dr. Mostafa, you are hearing me? تسمع فيا دكتور مصطفى؟ Yes, I'm hearing you, Professor. Thank you. And he said, Dr. Fakhereddine, he said also that was bone laxity, really clear and evident bone laxity. That's why they maintained the diagnosis of mechanical issue and not infection. Thank you. Other things, culture during the revision. Any culture during the revision, Dr. Fakhereddine Triki, est-ce que vous avez fait des prélèvements au moment de la révision? Au moment de la révision. Systématiquement, négatif. Systématiquement, dans toute révision, j'ai fait des prélèvements, plusieurs prélèvements bactériologiques, prélèvements tissulaires et liquidiens. Tous les prélèvements, toutes reprises. Je le fais aussi bien au niveau de la hanche qu'au niveau du genou. Hein. Toutes les reprises, c'est systématique. Hein. Donc, on suit les recommandations. So the culture was normal, was negative. Okay. Okay. And as you see, when you open the knee, there is no inflammation. Okay. So, moi aussi, j'ai une question, Dr. Triki. Oui. The question is, why did you change the femoral component also? With la marque le type de prothèse n'a pas de prothèse de reprise. Le type de prothèse. Donc, il n'avait pas une prothèse qui suit. Et the femoral component was loosened also. Là, mais j'ai pas, on peut discuter si on doit reprendre uniquement le plateau tibial ou le tableau et le fémur, mais pour ce cadre-là, la prothèse fémorale, le type, la marque de la prothèse fémorale, ce n'est pas une prothèse que j'utilise, elle est utilisée ailleurs, et cette prothèse ne comporte pas dans notre pays une prothèse de reprise équivalente, où je peux reprendre uniquement le tibia. Donc, j'ai changé une date à toutes les reprises avec une autre marque. Et tu ne pouvais pas utiliser une pièce fémorale de première intention, c'est ça? Oui. L'ANA, lorsque je reprends, je ne peux pas utiliser une pièce fémorale de première intention. D'accord. On a droit, c'est one shot, Ramzi. Pour reprise, on a one shot. Il ne faut pas reprendre, pas reprendre, etc. One shot. Mohamed Bouabdallah, qu'est-ce que tu aurais fait? Allô? Il y a un problème de connexion, Dr. Bouabdallah.
Elle m'a appelé. Elle est connectée ولا؟ Il est connecté, I think. Vous m'écoutez, تسمعوا فيها؟ Ouais. Ah, En fait, j'adhère parfaitement à l'attitude du docteur Fakhereddine Triki, parce qu'ici, on va passer à une contrainte supérieure, vu qu'il y a une perte de substance osseuse. Et là, la contrainte supérieure choisie ici, c'est le système CCK. Donc, le CCK, obligatoirement, on est obligé à changer le carter fémoral. Parce que le CCK, il a un plot qui est plus large, plus haut, plus large, ce qui donne une meilleure stabilité dans le plan frontal. Donc, c'est très logique de changer toute la prothèse par une prothèse CCK-like. CCK-like. Condylar constraint knee-like. Comme ça a été fait. Voilà. Dr. Mais est-ce qu'on Mostafa, aurait pu, j'ai une I remarque, s'il vous translate plaît. for you if you want. We are discussing why we used CCK total knee revision. What we don't and why we didn't use first Primary. primary Stem. femoral component Mm. without stem. Without stem. That's why. Okay, thank you. There is another question. Dr. Gdura. Dr. Ahmed. Il n'a pas eu de Yes, ponction parce de que genou il y en a une fait, au question. Est-ce qu'il préopératoire. y a eu une ponction du genou Il n'avait, en je n'ai pas, préopératoire? je n'ai pas fait de ponction de genou en préopératoire. Je vous ai expliqué pourquoi, puisque le bilan biologique est strictement normal et il n'y avait pas d'épanchement. Je n'avais pas mis un doute pour l'infection, Martha. C'est pas, c'est Ok. c'est quelque chose qui était mécanique. Ok. Docteur Gdura. Faire. Docteur Gdura a une question, c'est ça? لا Mahmoud. سمعت حاب يتكلم معي. Ah. Donc sinon on Ok. passe au Oui, sinon on passe au cas. présenté par Dr. Anis Chaabouni. Ok. C'est bon? Dear professor, dear colleague, thank you. On ne voit pas tes diapos, Nice. Hein? Diaporama. C'est bon, Akam? C'est bon. Parfait. Okay. Dear professor, dear colleague, thank you for allowing me to present this case to you. Female, 71-year-old, fully controlled hypothyroidism, suffering for 7 years from mechanical deep knee pain, BMI at 32.9. Stage 3 trichopartial osteoarthritis on X-ray. Decision for total knee replacement after correction of hypothyroidism. The surgery was performed without any complication. Pediatric rehabilitation with propivcaine, ultrasound guide infiltration of the adductor canal, antibiotic prophylaxis with cefazoline 2 gram at injection, canixamic acid, and the procedure was performed without tourniquet, except during cementation, which lasted 18 minutes. Good results in post-operative X-ray. The patient has been experiencing knee pain since the surgery with uncomplicated post-operative course initially. At post-operative day 21, warm knee with inflammatory skin condition at the level of the surgical scope. At day 13 post-operative, appearance of cutaneous fistula with fever at 38.5. Biology, the erythrocyte advantage rate at 110, CP at 29, white blood cell at 2000, and blood counterpart binding. What's the management approach? Complete with DDMR testing, perform joint aspiration, conduct additional radiological investigation, or the diagnosis of early sepsis is considered. So the correct answer is the diagnosis of early sepsis is considered.
According to the International Council's meeting, the criteria of different affection are either two periprostatic culture made in the same germ with identical phenotype, fistula communicating with the joint, or a total of 6 points from the Spanish criteria, occurred elevation of CRP or DDMAP and erythrocyte elimination rate, elevated white blood cell count in joint fluid, hypertension neutrophil in joint fluid, positive histological analysis of periprostatic tissue, or positive periprostatic culture. So, in our case, we have a measure criteria which is science-like with evidence of communication with the joint. Therefore, the diagnosis of sepsis is established. It was decided to report on the patient at day 30 for synovectomy and extensive saline lavage with a bacteriologic sample. We did the tibial insert replacement. According to the recommendation, polyethylene liner exchange is preferred as it will allow better debridement of the posterior synovium and eliminate biofilms on the polyethylene. Preoperative antibiotic therapy after bacterial sample, that's ceftriaxone and diproside. This is the postoperative X-ray. Isolation of streptococcus in the antibiogram. Treatment with augmentin and bacterine for 2 months. Good local condition on day 4 postoperative. Very good clinical and biological progress. At 7 months postoperative, good local condition with good mobility. To conclude, urinary infection after total knee arthroplasty is one of the most devastating complications that both the patient and the surgeon may endure. Antibiotics should never be administered before obtaining samples. The best treatment remains prevention, the effectiveness of which depends on a thorough understanding of the various motivation factors. Thank you. Thank you, Dr. Anis, for this case. If there is any questions? Des questions? Des commentaires concernant la prise en charge? Juste un petit peu, concernant l'infection post-opératoire précoce, souvent, le chirurgien devant une plaie inflammatoire, dit, mais c'est la politique du déni. Et non, je ne pense pas que c'est une infection. Il faut mettre un glaçage, il faut tenter de faire un traitement antibiotique, etc. Et ça, lorsqu'on va commencer à prendre ce type d'attitude, ça va aboutir des catastrophes, on va créer des résistances, et on va être obligé par la suite de laisser tomber, d'enlever la prothèse. Donc, si on veut sauvegarder la prothèse, il faut dire le mois de doute, il ne faut pas hésiter pour prendre l'avis d'un collègue orthopédiste. Ce n'est pas à toi, donc, le problème d'un collègue orthopédiste, c'est conseiller, et puis de décider de faire la reprise immédiatement sans sans avoir la tentation de donner des traitements antibiotiques d'épreuve, entre guillemets. Pour ce cadre-là, cette malade, c'était la mère d'un de mes collègues, que le fils l'a mis déjà sous traitement antibiotique, que j'ai arrêté. Hein. Donc, une question. Donc, Dr Boussaad Mohamed, c'est le délai pour décider de la reprise, changement de polyéthylène. Donc, les délais pour accepter le diagnostic d'un sepsis aigu. Dr Fakhereddine. Le délai, c'est des découvertes récentes, souvent récentes. Pour notre part, jusqu'à 2 mois. Bien que j'ai eu une fois un cas, mais ça, c'est d'exception. Un cas, j'ai eu un sepsis tardif d'une prothèse de reprise. Une prothèse de reprise. Après, je crois, après 6 ans, elle a fait une infection. 6 ans après. Et que j'ai repris uniquement le polyéthylène.
Bon, c'était une dame d'un certain âge, donc un terrain particulier, on ne peut pas faire des reprises. Et puis, ça a marché pour ce cadre-là. Mais habituellement, Donc, c'est dans les 2 premiers mois, madame. 2 premiers mois, c'est bon, madame. Mais il ne faut pas que le malade ait un traitement antibiotique, hein, dès le départ, hein, etc. hein. donc le délai, c'est essentiellement en rapport avec Précoce, le début de la précoce. symptomatologie. Précoce. Deuxième question, pourquoi augmenter Là, comme un c'est traitement de relais? en suivant le germe, c'est antibiothérapie. Hein. Ouais. C'est l'infectiologue. Il avait un streptocoque, dans ce cas-là, il avait un streptocoque. C'est pourquoi c'est l'infectiologue qui l'a mis sous augmentabactrim. Hein. Ouais. Le traitement de l'infection se fait toujours en présence de l'infectiologue. Hein. One more question. Dr. Mustafa asked you a question, Dr. Fakhereddine. Do you take tissue for culture or just fluid culture to decide for antibiotic? Yes, Both. we take tissue also. Well, in this case, tissue is negative. I take tissue also. You take both. Both. Both, sorry. Tissue and Fluid. and we use now PCR pour recherche d'ADN, PCR for Ouais. recherche d'ADN de différentes infections. madame. Okay. So, Dr. Dammak, vous pouvez mettre votre micro en silencieux, s'il vous plaît. Dr. Dammak Nabil. Voilà. So the message is Dr. Triki. Oui, Hein, le message le plus important, c'est ne peut pas avoir de réaction de déni. Il ne faut pas dire que Voilà. ça ne peut pas être une infection. Et puis, il faut prendre l'avis d'un collègue orthopédiste qui va vous un pousser collègue. et ne pas donner de traitement antibiotique. Surtout, il ne faut pas donner de traitement antibiotique. Pas de traitement antibiotique pour un genou inflammatoire tel que je vous ai montré au 21e jour. Il ne faut jamais donner un traitement antibiotique à l'aveugle. Jamais, jamais, jamais. Il y a une autre question. How to decide on antibiotic of choice in case of negative culture? Si on a une culture négative, comment on décide? C'est un traitement probabiliste qui est fait par l'infectiologue. Oui. C'est un travail avec un team, un infectiologue, bactériologiste, hygiéniste. Et donc, with the team, il donne un traitement probabiliste. Le plus souvent, c'est un staphylo ou c'est un strepto. Il agit donc des antibiotiques against strepto et staphylocoque. Bon. So, Dr. Mustafa, we decide with infectiologist and antibiotics according to the case and several elements and several arguments. And it's not the choice of the surgeon, the antibiotics. Should be decided with the RCP decision. Okay. Thank you. Une autre question, Oui. Dr Ahmed Travelsi, est-ce que vous changez systématiquement le polyéthylène en cas d'infection récente sur prothèse? Tout à fait, Martha. Il faut systématiquement changer le polyéthylène, systématiquement. Il faut changer l'insert en polyéthylène. C'est une recommandation. Hein. Les différentes études ont montré que si on ne change pas le polyéthylène, il y a un risque d'infection. Ça ne répond pas, Martha. Ça ne répond pas à avoir une guérison d'infection. Les chances de guérison diminuent. De façon Donc, très importante. C'est une recommandation qui a été faite depuis 2018, hein, pendant à l'ICM Philly, la réunion de Philadelphie sur l'infection osseo-articulaire sur prothèse. Donc, une autre question par Dr Wajdi Shermiti. Tenant compte des conditions, surtout, s'il n'y a pas possibilité de changer le polyéthylène. Il ne faut jamais reprendre un malade si vous n'avez pas un polyéthylène sur la main. Jamais, jamais, jamais. Envoyez-le ailleurs. Il ne faut pas le faire.
Non, c'est question de moyens. Non, 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 il n'y a pas de question de moyens. Ouais. Il n'y a pas de question de moyens. Si on a les moyens de mettre les prothèses, on a les moyens de changer le polyéthylène. Ce n'est pas très cher. Il ne faut jamais le faire. C'est mon avis, hein. Ouais, Peut-être aussi ferme, hein. de toute façon, c'est l'idéal de changer le polyéthylène. C'est une recommandation. On doit suivre les recommandations. On n'a pas le droit. Ouais. Il ne faut pas diminuer les chances de succès pour un malade. Ouais. Sinon, par la suite, ça va être les cascades et tu dois reprendre la prothèse par la suite, toute la prothèse, ce qui est catastrophique. Parfait. Il y a une précision, s'il vous plaît. Oui. Oui. Alors, parmi les présents, ceux qui mettent une cimentation avec du ciment gentamiciné. Alors, est-ce que le ciment gentamiciné pourrait prévenir ou minimiser le risque des infections? Juste pour la. J'ai ma proposition, mais juste je voudrais savoir les avis. Mais c'est هاتي بتاعك مش بعطيك بتاعنا on se base sur la littérature, hein. Exactement. Alors, effectivement, il y a une revue systématique de la littérature qui a comparé les PTG qui sont cimentés et non cimentés. Il n'y a pas de différence en matière de prévention septique. Bel et bien, il faut se méfier du ciment gentamiciné parce qu'il y a des insuffisances rénales passées inaperçues dont on ne se rend pas compte. Donc, s'il y a un conseil, ça ne sert à rien d'ajouter de la gentamicine pour le ciment de première intention, bon, même deuxième intention, mais en matière de PTG, il faut éviter les ciments mêlés aux antibiotiques. Voilà. Il y a aussi actuellement, qui se met actuellement à la mode, c'est un petit peu pour prévenir les infections, c'est l'injection intra-osseuse de. C'est ce mot. Targocide. Oh, non, vancomycine. Vancomycine. Injection intra-osseuse de vancomycine. Vancomycine. Tout un truc de laboratoire, je ne sais pas la vérité des Ça ne choses. sert à rien. Je ne sais pas. C'est actuellement, c'est à la mode, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, les antibiotiques, ça crée des résistances encore. For Dr. Mustafa, donc he wants to translate English. this discussion about the use of cement with antibiotic or not. Dr. Bouzidi told on the systematic review of literature, there is no difference on the prevention of the infection if you use cement with gentamicin or without gentamicin. Par contre, bonjour. Bonjour. Oui. Juste, j'ai un rajout par rapport à ça, dans le même contexte. Par contre, si on a à mettre un spacer, il me semble que dans la littérature, je ne sais pas si Dr. Bourdel est d'accord, pour le spacer, il y a un intérêt, par contre, à mettre un spacer avec du ciment, avec des antibiotiques. Ça a été prouvé. Mais effectivement, en première intention, il n'y a pas de différence. Ciment normal versus ciment associé à des antibiotiques. On va parler de ça dans le prochain cas. D'accord. Merci, Samy. OK. Yes. Je pense qu'on va passer au prochain cas. Dr. Hamad. ترجمة هدية بالمقدمة. Do you see the slide? Diaporama. Can you see the presentation? Yeah. Yes. Yeah. So thank you, dear professor, dear colleague. We will continue our discussion about painful TKA with the third case. So we have a female aged 55 years old with no particular medical history, having gonarthrosis of the right knee, and improved by medical treatment and physiotherapy. Here we can see the AP and the lateral view of the knee, showing stage 4 gonarthrosis of the internal femorotibial compartment and the femoropatellar compartment. So in 2023, we decided to do a TKA, and here is the postoperative radiography. 6 months later,
The TKA is still painful with recurrent effusion episodes. Antibiotics were intermittently prescribed by her doctor. So we did knee aspiration with a negative microorganism research. Lab test has shown an ESR at 133 and a CRP at 68. Here we can see 6-month postoperative radiography showing no significant modification comparatively to the immediate postoperative radiography. And here we can see clinical photo of the knee showing a good wound healing with no inflammatory signs. So what do you propose? Do a knee aspiration, arthroscopic exploration, or prosthesis exchange, or wait and see? So we opted for an arthroscopic exploration 6 months after the TKA, and we find a seroematic knee fluid with no pus. So at the arthroscopic exploration, we found also synovial reaction. So we did the biopsy with the liquid phlegm with the liquid preludement. The anatomopathological exam of the biopsy showed the presence of PMN, as we can see here. And here we can see the images of the synovial reaction. The joint fluid analysis shows numerous leukocytes with 2,400 per milliliter and a negative microorganism research. Here we can see the negative microorganism research in the liquid of the arthroscopic exploration. So to classify and know whether our patient is infected or not, we used the international consensus meeting criteria. In our case, we had an ESR at 133, a CRP at 68, a white blood cells in the articular liquid were 2,400 per milliliter, a positive histology, and a negative microorganism research. So our total score was 9, and our prosthesis was considered as infected. So what do you propose in this case? Debridement, retention, and exchange of the mobile part, do a single stage exchange, or do a double stage exchange? Est-ce qu'on a le module vote? Attendez, je cherche la question. Hein. OK, je lance. OK. OK. Je vais répondre. Alors? OK. On a quand même 22% qui gardent la prothèse. Hein? Oui. And 22% will do single stage exchange. So, to do a single stage exchange, we have some criteria that must be respected. A non-causative organism and not difficult to treat one, such as Staph aureus or Coagulus negative Staphylococcus. A minimal or a moderate bone loss, a non-immunocompromised patient, and absence of patients displaying signs of sepsis, and healthy soft tissue with no sinus tract, no fistula, no multiple incisions, and no difficulties in soft tissue closure. Considered as a standard treatment of infected TKA, two-stage exchange must be done when we have one of these conditions. Non-identified microorganism or difficult to treat one, a major bone loss, a bad soft tissue or difficulties in soft tissue closure, the presence of sinus tract or fistula, or patient who is needing or undergone multiple revisions. So a review published by the effort in 2019
conclude that after respecting the inclusion and the exclusion criteria, 1 or 2 stage exchange have similar eradication and infection control rate, similar functional outcome, and a close range of motion. Also, the proposed decisional algorithm, as we can see here, inadequate PGA with good bone and soft tissue, stable prosthesis, and identified microorganisms, and not difficult to treat one, we can do the debridement, prosthesis, retention, and exchange only the mobile part. In the chronic PGA, the prosthesis must be changed in 1 stage or in double stage. If we have a good bone and good soft tissue, and known microorganisms are not difficult to treat one, no need to multiple revision, no fistula or sinus tract, we can do the 1 stage exchange. In other conditions, double stage exchange must be done. So as we don't know the microorganism, we decide to do a double stage exchange. In the first time, we did the prosthesis extraction. In perioperative, we had moderate bone loss and with good soft tissue. So we did the extraction and we put a spacer. Here we can see the postoperative radiography. And the patient have received 3 months of antibiotics based on the perioperative preliminants. We had a good evolution after prosthesis removal and antibiotics, and we did the second time of the revision 3 months later. We removed the spacer and we did the new femoral and tibial cut. Here we can see the perioperative images. And here we can see that we haven't no difficulties in soft tissue closure. This is the range of motion in perioperative. And here we see the postoperative radiography. This is the operative wound 2 days after the surgery. 2 months later, we had a good postoperative evolution with the good wound healing and good range of motion at 0.29 degrees. But our prosthesis is still painful with normal lab results. So what do you propose in this case? Do a new knee aspiration, ask for a knee CT scan, review the patient's medical history and re-examine to precise the origin and the type of pain. Oh, putain. So we have 24 who will do a knee aspiration, 35 who will ask for a knee CT scan, and 41 who will go for a deeper physical examination and medical history. So we did the last choice. We examined the patient, we asked for all her exploration, and we found that the patient was hidden in MRI, spine MRI done in 2019, showing a lumbar spinal stenosis because she refused surgical treatment. Here we can see the images of the MRI showing the lumbar spinal stenosis. And here is the video showing the stenosis. So as a conclusion, every TKA going wrong should be considered as in fact. 1 or 2 stage exchange have the same result respecting the inclusion criteria of each one. Don't forget the extrinsic factors of knee pain before and after surgery. Thank you for your attention. Thank you, Dr. Hamad, for this excellent case. You have any questions? We have any questions? Yes, we have a question. How to make sure that the infection is eradicated before the revision? Dr. Mustafa asked you how you make sure that the infection is healed before the revision, Dr. Triki. Comment vous vous assurez qu'il n'y a plus d'infection? C'est un travail de team, c'est le team, donc c'est un travail MRCP, c'est avec les infectiologues, et puis ça, ce sont les normalisations des facteurs biologiques, ISR et CRP. Procalcitonine, ISR, CRP. All is normal.
أي white blood cells aussi. globules blancs. Les blancs, c'est Ouais. c'est strictement normal. Ouais. Ouais. Il n'avait pas. Et puis localement, elle va très bien. Localement, elle va très bien. Le problème dans ce cadre-là, on voulait la reprendre mais après 6 semaines de la révision. Mais cette malade, elle avait un petit peu des contraintes familiales. Elle avait un de ses enfants qui devait passer des examens. Et puis, ne voulait pas faire la reprise juste après ses examens. Donc, on a fait la révision, je crois, au mois de janvier, voilà, à la fin décembre. C'était pour des contraintes Si le familiales. bilan biologique, si le bilan biologique est normal, docteur Le bilan biologique Triki, est strictement normal. Après 6 semaines, c'était strictement oui. normal. Est-ce Mais que cette malade, vous allez plus loin avec une ponction articulaire ou pas? une nouvelle fonction articulaire sur un spaceur, je ne l'ai jamais fait. Ouais. Je ne l'ai jamais fait. OK. Donc, Dr. non, Mostafa, Je ne l'ai jamais fait. you understand what Dr. Triki said? No, Dr. no, no, Professor Ramzi, I didn't understand what he said. So I would like to translate. He said that lab exams were normal, ESR, CRP, procalcitonin, and that's the criteria to proceed to the revision and to be sure that the infection. But always we are not sure 100% that the infection is done. So we proceed to the revision, and he never put a needle inside the knee with a spacer. So without any aspiration, lab exams and multidisciplinary decision is made to do revision and to proceed to the revision without any further investigation. So that's why they did the revision, because the lab exams was normal. But Professor Ramzi, the normal ESR and CRB in a previous infected knee does not rule out the presence of infection. You have to Not confirm it 100%. by taking the biopsy in revision cases. Biopsy before revision? No, I mean, yes, same time? before implanting Second the time. second prosthesis. Before implanting the second prosthesis to make sure that the infection is eradicated. Ramzi, tu permets que je réponde? Oui. Oui. C'était juste pour dire, c'est que au moment de la révision, on prélève le liquide et on fait un comptage des blancs. Là, le comptage des blancs était tout à fait correct. C'est tout. On ne fait pas de biopsie, mais on fait un comptage des blancs, des éléments blancs. Il n'y avait pas de leucocytes altérés, il n'y avait rien du tout. Tout avait strictement normal. So they don't, Dr. Mustafa, they don't do a biopsy, but they analyze the fluid. So fluid exam to the WBC account. So, you know, if it's normal, they rule out the infection, but not histology exam. Okay. Thank you. J'ai une question. Donc, c'est à propos du fenêtre thérapeutique. Donc, est-ce qu'il faut arrêter 2 semaines, donc l'antibiotique, puis demander le bilan biologique? Donc, si le bilan biologique est strictement normal, donc on peut, ou bien on va aller directement sans fenêtre thérapeutique de 2 semaines. Théoriquement, ce que tu dis, c'est très logique. Ouais. Mais sur le plan pratique, tout le monde il n'a pas d'impact pratique. Hein. Il n'y a pas d'impact pratique sur ça. Théoriquement, oui. Mais pratiquement, on ne le fait pas. Donc, deuxième question pour Dr Hamad. Dans votre revue de la littérature, donc dans l'algorithme, donc la différence entre acute et chronique, les criteria. Criteria, it's time criteria. 3 weeks. If we have, if the infection appears 4 weeks before we put the prosthesis, it's an acute prosthesis joint infection. So we can do the debridement, retention, or and the
and the mobile part is extraction or changement. If it is Correct. chronic, we must do the prosthesis exchange, even in 1 time or in 2 time. So the limit is 3 weeks. 3 weeks. Yeah, 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks. Is there any D'autres more questions? questions? J'ai une question à Ramzi. Ramzi, Yeah. à ce stade-là, cette dame elle refuse toute chirurgie sur son rachis. Un petit pour ta part. Est-ce que tu penses réellement si tu vas faire une chirurgie sur le rachis, tu vas la soulager? Non, mais en fait, il fallait diagnostiquer ça avant la prothèse du genou. Est-ce que la douleur qui était en Elle a fait rapport... son diagnostic avant la prothèse genou, mais c'est un déni. Elle n'a pas voulu le montrer. Elle dit qu'elle n'a rien. Mais justement, mais c'est ça. Le problème, c'est que quand on a un genou douloureux, après la prothèse, il peut s'agir soit d'un problème d'orientation diagnostique au début, qui était les douleurs qui étaient en rapport avec des radiculalgies et non pas avec un problème articulaire du genou, ou bien en post-opératoire, c'est dû à un déséquilibre sagittal du rachis en rapport avec sa sténose qui entraîne un fléchissement du genou et qui entraîne une hyperpression au niveau de la fémoropatellaire. Ça, c'est secondaire au déséquilibre rachidien. Et ça donne des douleurs au niveau de la prothèse du genou. Là, on n'est pas dans la même situation, on est plutôt dans la situation où il fallait faire le diagnostic avant. Il y a des études qui ont montré que 10% des patients opérés sur les genoux avaient une cause extrinsèque en rapport avec la douleur du genou, soit au niveau de la hanche, soit au niveau du rachis. Il y a une étude qui a montré ça, et donc il faut faire attention dès le départ, au moment du diagnostic et de l'identification de l'origine de la douleur. Parce que la douleur du genou, ce n'est pas toujours le genou, hein. C'est aussi éliminer l'origine rachidienne et l'origine au niveau de la hanche. Ça peut être la hanche ou bien le rachis lombaire qui donne des douleurs du genou. Oui, faire. C'était juste, Ramzi, concernant ce cadre-là, c'est vrai, c'est une dame qui disait que sa douleur, elle ne s'est jamais améliorée après sa prothèse. Elle gardait sa douleur. Parce que quelqu'un qui garde une douleur juste après une prothèse, ça dénote que peut-être la douleur initialement, ce n'était pas au niveau du genou. C'est vrai, elle avait une gonadologue. Mais la cause, c'était le rachis. C'est possible. Tout à fait. Tout Ou à là, fait. elle a eu la malchance, c'est d'avoir une prothèse qui s'est compliquée. Elle avait un épanchement, une arthrose, une infection. Une infection qui était abattardie, etc., qui a pris un traitement antibiotique, abattardie et relâché. Donc, c'est tout un ensemble de cascades. Donc, elle a eu, peut-être, il ne fallait pas faire la prothèse, il fallait faire le problème de rachis. Maintenant, elle a fait son genou. Il s'est infecté, c'est une infection qui a été traitée en 2 temps. Et actuellement, elle garde mal. Est-ce que vous pensez, ton âge, est-ce que vous pensez réellement, si tu opères le rachis, on va l'améliorer? Si je la pousse pour qu'elle s'opère sur le rachis, on va l'améliorer. Maintenant, non, je ne la pousserai pas parce qu'elle a eu une prothèse du genou compliquée. Donc... Mais au départ, oui, peut-être. En faisant le diagnostic de la sténose, on commencerait éventuellement par le rachis. Au départ. Il y a des questions. S'il n'y a plus de questions, on passe au cas suivant. Dr Hassan. Une petite remarque, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir. Bonsoir. On a parlé du rôle du spéciaire imprégné aux antibiotiques. Il faut aussi souligner privilégier plutôt les spéciaires articulés pour tout ce qui est ça donne plus de stabilité et ça donne une mobilité même. Donc c'est plus intéressant d'utiliser les spéciaires articulés. Parce qu'ils sont disponibles. Ce n'est pas toujours disponible. Oui, bon. On peut faire avec des moules. Lorsqu'on a les moules. نجم تعملهم تو c'est faisable في تونس. Oui.
les moules préimprimés معناتها كما هاي بري امبريمي حسب حسب الطيب. est-ce qu'on arrive à les stériliser ou pas? Ça, attendez, là. Est-ce qu'on peut les stériliser, ceux qui sont imprimés? On peut les stériliser. Par quoi? في بالي في بلاصه في تونس برك في كارتاجين في ان سيستم معين تاع ستيريليزاسيون. لا باش. دونك je sais pas ما دي ريسامون استعملناها في سهلول. Si c'est avec un gaz, non, c'est pas valable. Si avec le gaz, c'est pas valable. En fait, il y a une astuce qu'on peut utiliser, c'est d'utiliser les housses d'arthroscopie. Mettre les moules dans la housse d'arthroscopie. Et donc, utiliser la partie qui est... C'est du bricolage. Hein? Housse d'arthroscopie, c'est du bricolage. Pour le prothèse, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein? On ne doit pas prendre de risques pour avoir une autre infection, mais c'est rajouté. Je ne sais pas. Si on a les moules qu'il faut, qui sont stériles, qui sont prêtes, correctement faites, oui, on les fait. Si on ne les a pas, on fait les choses autrement. Ça m'a ceux qui prennent les prothèses initiales qui étaient déjà mises, qu'ils les mettent dans l'autoclave et puis qu'ils les remettent par la suite. La même prothèse. Docteur Bouzidi vous dit, et je suis d'accord avec lui, il n'y a que le rayon gamma qui pourrait éventuellement stériliser les moules, mais pas les autres techniques ou astuces de bricolage qui n'ont pas été publiées, qui n'ont pas été prouvées. Rayon gamma, oui. Juste une chose, c'est que j'ai vu une présentation en fait en Afrique du Sud. Il y a quelqu'un, un chirurgien, qui prend les prothèses qui s'étaient déjà infectées, qui les nettoie, il les enlève, il les nettoie, il les lave, mise dans l'autoclave, puis il les réimplante. Mais le problème, c'est le défect osseux. لا ils utilisent comme spécière يا محمود. لا حتى السبيسير معناها pour adapter خاطر après l'extraction on se trouve avec on a besoin de faire des extensions au niveau un petit peu au niveau des canaux pour maintenir la stabilité. Pour Dr Mostafa, we are talking about the spacer. Dynamic spacer. Spacer with motion or spacer with one block spacer. What do you use, Dr. Mostafa in Benghazi, if you have to change in two-stage infected total knee? We are using the static stomach spacer, not the dynamic one. Not dynamic, yeah? Yes. Okay. Next case. Hassan. Okay, so hello everyone. Dear colleagues, dear professors, I am Hassan Hilal, a first-year orthopedic surgery resident, and I work now in Habib Bougatfa Hospital of Desert, and I'm gonna present you the fourth clinical case about the painful total knee arthroplasty. So the clinical case is about a male born in 1960 who had a valgus tibial osteotomy 10 years ago, and he presents now a left knee pain. So as we can see on the X-ray, here on 2017, the valgus tibial osteotomy, and the patient has here an anterior knee osteoarthritis stage 4 of Albach. So the decision was the removal of the orthopedic hardware and to do a total knee arthroplasty. As we can see here, some of the per-operative pictures of the total knee arthroplasty. We put an theme, total knee arthroplasty, femoral size 5, tibial size 4. So this is the immediate post-operative result. It was satisfying. There was no flexure contracture or no hyperextension. And as we can see here, the X-ray of the total knee arthroplasty where the tibial component is in place and the femoral one too. During the first 6 years, the patient was satisfied and he was pain-free
and he has resumed his daily activities, including praying Tarawih without a chair during all these years. This is the picture, the X-ray after 3 years of the total knee arthroplasty, 2020. And in 2023, 6 years after the total knee arthroplasty, the patient presented a left knee pain, aggravated by weight bearing, often activity related, and a progressive loss of joint mobility. And he had also a knee swelling. And this was the X-ray of the total knee arthroplasty. So we said, as we said, it was a delayed left knee pain, often activity related, aggravated by weight bearing and a knee swelling. So he had a left synovitis resistant to non-steroidal anti-inflammatory drugs. So we did a biology that showed a normal complete blood count, an ESR at 10, normal, and a CRP at 1, negative. So we pursued furthermore investigations, and we did an aspiration in the operating room that showed an hematic appearance with the 2,500 white blood cells and absence of bacteria in the bacterial culture. To add to that, our patient has a history. As to that, our patient had a history of recurrent oral aphthous ulcers, skin hypersensitivity, and the previous use of colchicine for Behçet disease. That's why we took a rheumatology opinion that said that were no relationship between the Behçet disease and the left knee pain of our patient. So we pursued furthermore investigations, and we did a CT scan. And these are the results of the CT scan. And as you can see here, this is the external, and where the patient has bone cysts, bone lysis, and bone geodes. And you can see here the widening of the insert and the bone interface. You can see the radiolucent area around the implant with sclerotic border. It's significant, especially when we have radiolucencies superior at 2 millimeters. So as we can see here, this was the first X-ray, not the first X-ray, the X-ray in 2023 when the patient presented with the pain. And as we can see here, if you focus some of the radiolucencies that we talked about and that we see on the CT scan clearly, but not really clear on the X-ray. So the diagnosis was a loosening of the tibial insert. And the first question is this loosening of the tibial insert septic or aseptic? The result, Dr. Quand même, 40% pensent que c'est infectieux aussi, quand même. So this loosening of the tibial insert was aseptic. So we have the negative biology, the negative culture in the operating room, and the patient has no fever, and it was like delayed after 6 years of the 6 years of the first total knee arthroplasty or the analytics said that it was aseptic. So it was an aseptic loosening of the tibial components by mechanical overuse. The patient was praying during 6 years, Tarawih. So this was the diagnosis. And the decision was a revision arthroplasty. So the second question is, do we have to change both of the tibial and the femoral inserts or just the tibial insert in the revision arthroplasty?
Oui. Yes, so, okay, as we said before, when it's aseptic, we can only change the loosened part of the total knee arthroplasty. And here we have the tibial insert is loosened, so we can only change the tibial insert. If it's aseptic loosening, we have to change both of the both of the inserts. So the correct answer here is we can just change the tibial insert. So the decision was revision arthroplasty, as we said, and here's are the per-operative pictures. So this is the synovites that we talked about later. So we did a subtotal synovectomy to the patient, and we removed the tibial component, the loosened tibial component, and it was removed so easily without any force. And we removed the femoral component by the double clack technique. So we did our revision arthroplasty without a drain and without a tourniquet. This is the old one, and this is the new one. So this is the immediate post-operative pictures. So there was no flexion contracture or hyperextension. Everything was good. And this is the post-operative X-ray of our revision arthroplasty. And the follow-up of this, in his first checkup, the patient was satisfied, he was pain-free, and he came back to his everyday life activities, including praying. So we had a very good post-operative recovery. To conclude, the aseptic loosening of is one of the main causes of the painful total knee arthroplasty. The identification of aseptic tibial loosening following primary total knee arthroplasty remains a diagnostic dilemma. The radiographic features of progressive radiolucent lines may be absent in the settings of the implant interface failures or in patients that present with a single radiographic series. In the long term, a gold standard test such as a CT scan for identifying implant loosening is necessary to diagnose accuracy and limit patient morbidity by avoiding falsely identifying implant loosening or fixation. And thank you for your attention. Thank you. Hassan, thank you so much. S'il y a des questions. Bonsoir. Oui, Dr Qasim. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette présentation. Je voulais juste poser une question par rapport à la radio post-opératoire. Pourquoi vous avez choisi d'augmenter la contrainte? Pourquoi vous avez choisi une CCK au lieu de remettre une prothèse postéro-stabilisée? Est-ce que l'appareil ligamentaire périphérique était incompétent ou c'était un problème de persubstance osseuse? C'est ce que je voulais dire, avec des quilles d'extension assez longues. Juste une chose, Lana, il avait une perte osseuse au niveau de tibia. On la reprend avec des cônes. On la reprend avec. Oui, mais on n'est pas. Est-ce qu'on est obligé d'augmenter la contrainte? On peut reprendre avec des cales sans augmenter la contrainte. Laissez-moi terminer. Or, ce type de prothèse qui a été mise, c'est un long-terme. Et long-terme, je n'ai pas une prothèse de reprise pour elle. Donc, d'accord. D'accord. Ce n'est pas sous ma main une prothèse de reprise. D'accord. OK. OK. Une autre question, est-ce qu'on peut discuter les mesures préventives pour éviter ça? Les mesures préventives pour éviter ça. How to avoid this loosening, mechanical loosening. The question was. C'est moi qui ai fait la question, c'est pour animer la discussion, s'il vous plaît.
C'était juste, je réponds un petit peu. Ce malade a utilisé sa prothèse de façon très intensive. Donc, c'est quelqu'un, donc, même jouant, il faisait les prières régulièrement avec les différents musallin, etc. Donc, il y avait hypersollicitation mécanique de la prothèse. Overuse. Et je crois que يعني c'est overuse كان ça a entraîné une usure de polyéthylène pour une prothèse qui était hypermobile, qui donnait donc d'excellente mobilité, donc toute l'amplitude articulaire. Il avait un talon-fesse dans ce cadre-là. يعني دكتور مصطفى وجماعة فهمتوا معناها pour prévenir tout ça il faut arrêter de faire la prière. ما قلت هكا. لازم نوقفوا الراجل إمام جمعة يا دكتور يا جماعة ويخلوا لا باش ما تنحالكش البروتيز تبطل الصلاة. Est-ce qu'on peut voir la radio post-opératoire immédiate de la première prothèse? Il peut te montrer, oui. One question from une autre question, Semi Bahroun. Est-ce que vous pensez que l'utilisation d'une quille courte de première intention sur le tibia lors d'une PTG après OTV aurait pu éviter ce décèlement mécanique précoce du tibia? Bonne question. Une tige longue? Non, au début, dans la prothèse de première intention, c'est une tige longue. OTV, des tiges courtes. تيج كورت هذه. لا يحكي من الأول. Une tige longue. Au départ, parce que c'était une prothèse sur une ostéotomie. C'est ça. Je le fais lorsqu'il y a un Avec une valgus. lame plaque. Je le fais lorsqu'il y a un valgus. Lorsqu'il y a un valgus, ça, je suis amené à une prothèse sur un valgus fémoral, d'origine fémorale. Je mets une tige longue au niveau de tibia pour diminuer les contraintes mécaniques. Mais pour une prothèse, Docteur Triki, pas possible de faire. en fait, ma remarque était que certains auteurs, certains chirurgiens préconisent la mise en place de première intention d'une tige courte de 2 cm quand ils ont à faire une PTG sur OTV. Parce que, effectivement, on peut y avoir une tige très courte, oui, de première intention, pour éviter justement ce décèlement précoce mécanique. Certains font ça. Je ne sais pas. Les recommandations sont les. Alors, si vous permettez, تفضل دكتور أبو عبد الله. je suis tout à fait d'accord avec Sami Bahroun. Actuellement, il y a une tendance presque certaine. Bon, ce n'est pas peut-être le cas de ce patient-là. Chaque fois qu'on a une obésité ou on a une ostéoporose, il faut bien évidemment mettre une quille qui doit s'appuyer sur la métaphyse, jonction métaphyse-diaphyse. Il ne faut pas avoir un ancrage métaphysaire, diaphysaire, pardon. C'est bon, Abdel, même pour certains, pour les grandes déformations, ils font ça aussi. Alors, oui, appellent ça un plug de 2 je te rejoins, Sam, et je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il y a une tendance même pour les déformations, mais moi, j'ai une petite précision. Vous ne pensez pas que pour les OTV, par fermeture externe, la zone de passage de la plaque d'OTV, elle fragilise l'os sous-chondral. Comme vous le voyez donc sur la radio post-opératoire, j'en ai vu quelques cas réellement, mais je n'ai pas pu voir ça en littérature. La zone de passage de la plaque, c'est une zone de fragilité. On a l'impression que ça peut se tasser. Et donc, c'est une indication logique d'aller mettre une quille pour avoir un ancrage, comme l'a dit Sam, et je suis tout à fait d'accord, pour avoir, si vous voulez, un meilleur ancrage au niveau de la métaphysodiaphysaire. Surtout si on fait ça en enfant. Dans les PTG, il y a un... Oui, est-ce que tu peux répondre? Sam, il parlait d'une tige courte, moi, j'ai une tige plus longue. Il parlait d'une tige courte. C'est une tige associée. C'est une extension de... Extension d'une quille, au moins 2 cm, idéalement 3,5 entre 25 25. C'est comme un plug. J'ajoute une précision. Accourci. De première intention, c'est une prothèse de loul. Tu parlais d'une tige un peu plus courte. Moi, j'ai une tige plus longue. Plus longue. Une tige de connexion plus longue. Une tige plus courte. Longue, mais courte. Pas la tige. Une extension courte. Sur la prothèse de première intention que vous avez posée, vous n'avez pas mis de tige. Sur la prothèse que vous avez mise de première intention, il n'y a pas de tige, il y a juste l'embase tibia.
Moi, ma remarque était, c'est d'associer aux premières intentions un plug, on appelle ça une tige de 2 cm justement. 2,5, oui. Première intention dans ce cas. Tout à fait d'accord, Certains le font, Axel. c'est pas systématique, mais certains le font. C'est ça la remarque. Je suis tout à fait Surtout si on d'accord, fait ça Salim. en un temps, surtout si on enlève la plaque. Ça, c'est vrai, surtout pour les plaques de fermeture externe, parce que la lame plaque, justement, quand on l'enlève, elle laisse quand même un défect osseux. Oui. Et certains le font pour ça. Dans ce cadre-là, le décèlement n'est pas fait par un tassement osseux, ça a été fait par l'usine de polyéthylène. Et ça, la lisse, ça se fait juste autour du plot. Sur le scanner, c'est uniquement au niveau du plot. Ce n'est pas un tassement au niveau du plateau tibial externe. Il n'y a pas eu de décèlement au niveau des plateaux tibiaux. Et la qualité de dos est bonne ici. C'est une usine de polyéthylène, essentiellement. Si vous permettez, on va passer à une autre question. La question, est-ce que vous avez fait ça, la prothèse de première intention, en un seul temps, l'ablation et la prothèse? Oui, en un seul temps, So, Dr Mosfa qui a posé la question. At the same time. It was removal and the processes. The same stage, not they don't use two-stage removal of the implant and total knee, the same time. Okay. And what about the approach, Professor Ramzi? Because the high tibial osteotomy plate is on the lateral side. Is Two he incision. lateral parapatellar approach, or he use the medial parapatellar approach in this case to remove the implant from the lateral side? Yeah. Dans le premier cas, l'ablation de matériel, c'est par la voie latérale, et l'autre, c'est une voie antéro-interne, un peu plus interne. They use the lateral approach to remove the implant and the parapatellar medial approach for the total knee, for the prosthesis. So, and have to take care about the skin between the two incisions. This is yes. So he do it, Professor Fakhri, you do it in two separate approach. Yes. Two separate approach. Okay, thank you so much. Donc, on passe à la dernière présentation. Au cas suivant. Dr Farah. So, dear professors and colleagues, I'll be presenting. Dear professor and colleagues, I'll be presenting the fifth case of painful total knee replacement. So my case is about a 60-year-old male showed with severe right knee pain for 3 years, intractable to medication and conservative management. He had limited walking distance with knee range of movement, extension at 0 degree, flexion at 90 degree. No joint laxity was noted in the initial examination, and his BMI was at 31.2. Donc, the X-ray of the right knee showed severe joint space narrowing in the medial tibiofemoral and in the patellofemoral compartment with osteophyte formation and subchondral sclerosis. So our patient had the stage 4 osteoarthritis and total knee replacement was indicated. Here is a preoperative full-length standing radiograph showing 5 valgus knee alignment that was taken into consideration. Donc, here are some intraoperative images. And here is a photo when the total knee replacement prosthesis was inserted. At the end of the procedure, the knee was evaluated for stability. Our patient had a range of movement from 0 degree to 110 of flexion with no laxity in examination.
Here is a post-operative radiograph showing a satisfactory implantation of the prosthesis with correct alignment of the tibial and femoral components. The patellar resurfacing was performed in this case with patellar component in place as shown in these photographs. And our patient had uneventful post-operative follow-ups. He was able to do his first walk shortly after the total knee replacement using assistive walking device, and no walking issues were noticed. But at the 4-week post-operative mark, following a fall, our patient presented with pain and stiffness in his right knee, limiting his walking. The knee joint was examined, which revealed anterior knee swelling and tenderness. The concern was that the knee replacement had been compromised, and an X-ray was requested. Here is his radiographs showing stable components, femoral and tibial. A small avulsion fracture of the superior pole of the patella was noticed, indicating a case of disruption of the extremism with no loosening of the patellar component. So the diagnosis was disruption of the extensor mechanism by quadriceps tendon rupture with no loosening of the patellar component. How should we proceed in this case of total quadriceps tendon rupture post-total knee replacement? Conservative approach by immobilization in knee extension, operative approach with tissue reconstruction using grafts, operative approach with direct repair using direct suture, operative approach with direct repair using suture anchors. So yeah, we did proceed with operative approach with direct repair using suture anchors. In our case, as I said before, the decision was to proceed with the anchor sutures. Here are some intraoperative images. Donc, here is a photo showing the rupture of the tendon. No signs of degenerative tendon was noticed, and our patient had no systemic condition in his history. We proceeded with careful debridement of the edge of the tendon and of the superior pole of the patella. Then the proximal stem of the tendon was reattached to the superior pole of the patella using anchor suture. Assessment of bone quality was crucial in our case to guide the anchor location. Areas of compromised bone was avoided to minimize the chance of anchor loosening, tendon bone gapping, or failure of the quadriceps tendon repair. We completed with suture that were passed through the tendon using the Krakow technique. At the end of the procedure, the knee range of movement was evaluated. Here is a video showing a side view of the testing of the knee. Here is another video showing a front view of the testing of the knee. Well, here is an X-ray showing post-operative images with the anchors in place. We proceeded with immobilization in knee extension for 6 weeks, and then followed by a gradual return to articular flexion. At the 6-week follow-up, the patient was able to stand and walk. Here is a video showing knee range of movement at 6 weeks follow-ups.
So articular mobility was gradually restituted with great wound healing and great quadriceps muscular strength. Here is a 6-week post-operative radiograph showing anchor in place. Here is another video showing knee range of motion showing a great improvement of the right knee extension and flexion, and after several physical therapy sessions. So at 2-month follow-up, the patient reported significant improvement in knee pain and function. At the 2-month follow-up, the patient reported significant improvement in knee pain and function. He was able to return to his normal daily activities. Discussion. So in this case of painful total knee replacement, history and physical examination are usually sufficient to diagnose quadriceps tendon ruptures with acute pain with audible pop or tearing sensation reported by the patient, impaired knee extension, palpable patellar defect. Radiographs are crucial in making this diagnosis, but also in ruling out other associated injuries or conditions. For example, patella alta, high riding patella, may indicate a patellar tendon rupture, while patella baja, an inferior riding patella, may suggest a quadriceps tendon rupture. Other forms of diagnostic testing can be used, such as ultrasounds. They can detect a tendon defect and assess the degree of tendon rupture. It can indicate also if we have a case of total or partial tendon rupture and the percentage of the rupture. MRI also is highly sensitive and specific for quadriceps tendon rupture, and therefore the imaging study of choice. However, it is expensive and time-consuming. So the ultrasound can be used because it is rapid, easily accessible, and relatively inexpensive compared to the MRI. For treatment options, here is a diagram showing the different therapeutic options in case of disruption of the extensor apparatus of the knee. Other cases of patellar tendon rupture or pre-prosthetic patellar fracture with or without the loosening of the patellar component can be seen. In our case, we had an isolated quadriceps tendon rupture with no loosening of the patellar component. And here is another diagram taken from the anterior knee pain and patellar instability 2023 issue showing the different therapeutic options in quadriceps tendon tear. In our case, conservative treatment was not an option due to total tendon rupture. We had proceeded with the operative approach with the usages of suture anchors. This is a study showing the advantages of suture anchor repair when compared to direct suture using trans-osseous tunnel repair in the patella, such as smaller incision, prevention of patella tendon violation, seen usually after the creation of drill holes in primary suture repair. Positioning of the anchors is more accurate. Reconstruction using grafts or synthetic fibers is not preferred due to marginal clinical and functional results and is usually associated with high complication rates. But here is another study. In this case, in this study, the preference of tendon reconstruction is showed using grafts or synthetic fibers when compared to direct suture done in primary repair. A study by Dobbs and Alts showed a complication rate of 32.3 in primary repair of quadriceps tendon rupture after total knee replacement, and 60% of patients with complete quadriceps tendon rupture had an unsatisfactory outcome after primary repair. The authors recommended graft augmentation and all surgical repairs of quadriceps tendon due to the high complication rate associated with the primary repair alone.
Another technical parameter to discuss is the suture material types. In the study, for example, to determine which suture design is best to use, biomechanical data obtained indicates that high tensile strength tape may provide better repair strength compared with high tensile strength suture using the Vicro suture in both the whip and the Krakow stitch models. So to conclude, disruption of the extensor mechanism post-total knee replacement can be seen and should be thought of as a possible etiology of painful total knee replacement. The diagnosis should be ruled out only after appropriate diagnostic investigations guided by the patient history. Thank you for your attention. Merci, Dr Farah. Thank you, Dr Farah. If there is any questions. Question pour Dr Fakhereddine. La position du genou au moment de la suture, quel degré de flexion vous faites votre suture? كيفاش محمود؟ j'ai pas compris votre question. Position du genou au moment de la suture. La réparation, je fais la réparation au début, je teste la réparation, j'arrive à la faire en flexion. Si j'arrive à rapprocher les bouts de tendon en flexion, si j'arrive à rapprocher le bout, je fais la réparation complète, genou en extension, puis je la teste telle que je l'ai montré. J'arrive à fléchir le genou jusqu'à plus de 90 degrés, sans avoir de rupture. C'est une réparation sans tension. Si la rupture est tardive, ça je l'ai déjà fait sur d'autres patients. Ce n'est pas dans le cadre de prothèse genou, mais dans le cadre de rupture du système quadricipital, rupture ancienne, que j'ai vu à 2 reprises. Je l'ai vu au 3e mois, au 6e mois. À ce moment-là, j'ai fait un allongement qui m'a sur la technique d'insol, le VY, tout en gardant la vascularisation, juste la partie supérieure, la partie frontale du tendon, je ne la touche pas. Un VY du tendon quadricipital, et puis je le ramène. Il y a une remarque de la part de Dr Bouabdallah. Il faut toujours éliminer un problème de rotation interne des implants avant toute réparation. C'est-à-dire, on parle de l'implant fémoral, c'est ça, Mohamed? Hein? Alors, effectivement, j'en ai vu quelques complications de prothèse totale de genou. 2 cas de rupture du tendon quadricipital et tendon rotulien. Et dans les 2 cas, quand on les a explorés, c'était un problème de rotation des implants. Toute anomalie de l'appareil fémoro-patellaire, que ce soit une instabilité ou des ruptures, il faut toujours penser à des anomalies de la rotation des implants qui peuvent être, bien évidemment, même si vous réparez, des prédispositions à une re-rupture parce que l'appareil extenseur n'est pas bien centré. Un mal tracking, mal tracking. Exactement. Le mal tracking est un facteur favorisant à la rupture du tendon. Mal tracking. Là, dans ce cadre-là, il n'a pas eu de. Je vais vérifier sur la prothèse initiale. Il n'avait pas de mal tracking. C'est dire pour dire que pour être sûr que c'est une lésion traumatique pure qui n'est pas due à des anomalies de rotation des implants, il serait idéal de pratiquer des scanners de torsion pour s'assurer qu'on n'a pas des anomalies de rotation qui peuvent favoriser d'autres ruptures ou des ruptures ultérieures. Le scanner de torsion, ça n'a pas de sens dans ce cadre-là. La rotule elle est déjà rompue. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu vas centrer? Il faut voir l'axe fémoro-patellaire في السكانر. لا البيس fémorale. Pièce fémorale. Pièce fémorale. C'est la pièce fémorale. Tu es obligé de voir le mal tracking avec la pièce tibiale en place. Si on n'a pas ça, sinon ça n'a pas de sens. Là, juste pour mesurer la rotation. Mesurer la rotation, c'est juste demander un scanner pour le patient pour évaluer la rotation du carter fémoral par rapport aux repères qui sont le plan bicondylien, biépicondylien et la ligne de Whiteside. Là, on peut facilement déterminer est-ce qu'il y a une rotation interne et surtout au niveau de la pièce, et c'est un message à passer pour les résidents s'ils sont là, c'est comment évaluer la rotation aussi de la pièce tibiale qui peuvent être les deux des effets cumulatifs de la rotation interne par la méthode de Berger. La méthode de Berger
Je peux vous la décortiquer, comment faire la rotation tibiale. Et c'est important parce qu'on sous-estime ces rotations fémorales et tibiales qui sont des maltrackings, mais qui peuvent favoriser les ruptures, que ce soit du tendon quadricipital ou patellaire. Dans ce cas, c'est un traumatisme apparemment, c'est Violent, oui. violent. Donc, Ouais, c'est un traumatisme. Donc, maintenant, ça fait 2 ans de recul, il se porte bien. Il n'a pas eu de nouveau traumatisme. J'ai eu un patient où j'ai repris, j'ai fait réparation avec augmentation du tendon quadriceps. J'ai trouvé une rotation fémorale importante en interne et j'ai déposé la prothèse et j'ai mis une prothèse à charnière qui a restitué la rotation et avec réparation du tendon rotulien. J'ai même l'iconographie, on peut la voir une autre fois. Et il faut se méfier des anomalies de torsion des pièces qui peuvent favoriser les ruptures tendineuses. C'est juste une petite remarque, mais bon, ça, c'est certainement le patient, il a. c'est bien, c'est bien. Donc, est-ce que là, d'autres questions? Tu peux traduire, Mahmoud, Ah, pour the discussion collègue is libyen. about the discussion is about the femoral compound malrotation. Dr. Abdullah, he said when the femoral compound on internal rotation can cause a rupture of extensor mechanism. That's why he ordered to request a CT scan for measuring of the rotation of the implant before the reparation of the extensor mechanism. Yes, oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, juste une petite remarque, Dr. Triki. Patellar issues are the second cause of painful total knee after infection and after. So mechanical issues of the femoropatellar component are so there is too many mechanical issues of femoropatellar component. The fracture or the rupture of the extensor or the quadriceps or the patellar tendon is one of them. And there is too much problems which are related mainly to the femoral component and the rotation and malrotation of the femoral component. That's why this is an injury and this is a fracture, but the other issues should be also checked. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à la conclusion. Si vous permettez, il y a des petites astuces pour les résidents, en opératoire, pour avoir une rotation fémorale. C'est que quand vous faites la coupe antérieure, il y a un signe très reproductible qu'on appelle le signe de piano. Le signe de piano. C'est-à-dire Piano signs. Yes, piano sign. C'est que vous voyez que quand vous faites la coupe, du côté interne, vous avez une petite pente, une petite bosse, alors que du côté externe, la bosse elle est plus importante. Là, c'est le signe de piano, ça veut dire que vous avez fait une bonne rotation externe. Et pour la rotation interne, c'est très important de se repérer par rapport au bord interne de la TTA. Donc, le bord interne de la TTA, ça est considéré comme le point zéro. Il faut essayer d'être dans le tiers médial de la TTA. Le tiers médial de la TTA. Je peux décortiquer la méthode de Berger avec le scanner, ça va être une autre fois pour ne pas consommer du temps. Mais c'est important pour être dans le tiers médial de la TTA et il ne faut pas mettre en rotation interne, éviter de dépasser le bord interne de la tubérosité tibiale pour ne pas avoir une pièce tibiale en rotation interne. Une autre question pour Dr. Triki. Est-ce que vous resurfacez toutes les rotules pour toutes les prothèses ou vous sélectionnez les patients? Au départ, je resurfaçais toutes les rotules. Puis par la suite, avec l'expérience, depuis que j'utilise un pied à coulisse, donc toute la chirurgie prothétique, je le fais avec un pied à coulisse, je mesure tout. Je mesure avant, après, je mesure le degré de résection. Et lorsque la patella fait moins de 20 mm, je la resurface pas, quel que soit son état. Je prends un risque à ce moment-là, puisque l'épaisseur rotulienne est déjà de 8 mm, donc l'insert,
Il ne faut pas que je fasse, il faut qu'il y ait suffisamment d'os. Il ne faut pas que je fasse un oversize de l'implant patellaire. Sinon, je vais avoir par la suite des problèmes mécaniques sur la fémur patellaire. Donc, il faut que l'épaisseur de la rotule soit la même en préopératoire qu'en après le surfacing. Et donc, actuellement, je fais de moins en moins de resurfacing. Je fais surtout l'excision des osteophytes et une dénervation. C'est-à-dire, si c'est plus que 20 mm, vous changez la rupture. On peut remplacer. Si c'est moins de 20 mm, je ne remplace pas du tout. Même si la cause, c'est une pathologie Même si la cause. inflammatoire. Même si c'est la cause. Même si c'est la cause. Puisque si tu vas prendre, si tu vas réséquer exactement l'épaisseur, 8 mm, tu ne vas pas avoir suffisamment d'os. Donc, tu peux avoir par la suite des problèmes mécaniques. Et le problème du système extenseur, c'est la pire des complications. Deuxièmement, si je vais faire, j'enlève très peu, donc je vais augmenter sa taille. Et ça, mécaniquement, ce n'est pas bon. Dr. Mustafa, the answer for your question, do you resurface the patella for all cases or selected patients? For Dr. Triki, he measure exactly the height of the patella. If it's more than 20 millimeters, he resurface the patella. If it's less than 20 millimeters, than 2 centimeters, he don't resurface the patella. This is the criteria of how to select patients for patellar replacement or not. Thank you. Thank you so much. Dr. Qasim has another question. Pour les encres, Dr. Triki, est-ce qu'il faut utiliser les encres métalliques ou les encres filaires, c'est-à-dire moi, les encres en titane, j'ai parfaitement confiance. Hein. J'ai beaucoup plus confiance dans les encres en titane, telles que j'ai utilisées ici, surtout lorsqu'il y a une bonne qualité osseuse. Sinon, on peut ne pas utiliser d'encre, on peut utiliser juste un fil Matafort Etibon 6, qu'on peut l'utiliser surtout avec la technique de Krakow et qu'on va réparer. Donc, on va réparer tout le tendon avec des sutures à la Krakow. Donc, s'il y a une ostéoporose, même un oncle filaire ne tient pas. Hein. Ah, il ne tient pas, oui. Il ne tient pas. D'accord. OK, on passe au cas suivant, au dernier cas, je pense. Conclusion. La conclusion. Conclusion. Présentée par le Dr Triki. À vous la parole. Bon. Je vais essayer d'être rapide puisqu'on arrive à la fin. Et je crois que vous avez tous faim. You are hungry and angry. Donc, avant tout, le bilan d'une prothèse du genou, ça se base sur l'histoire, sur l'examen clinique, la mobilité, la recherche de laxité. Donc, un bon interrogatoire, l'étude des images radiologiques, les images face et de profil, les images axiales, le scanner et une scintigraphie. Les éléments biologiques tels que les éléments CBC, CRP, dédimères, les marqueurs biologiques tels que l'alpha-défensine qu'on n'a pas dans notre pays pour le moment. L'aspiration, il ne faut pas hésiter de faire des aspirations, l'examen bactériologique et surtout, là, actuellement, qui seront là dans notre pays, le multiplex PCR pour l'identification bactériologique. Voici les causes des ruptures, des douleurs sur prothèse. Il y a des causes intrinsèques, particulièrement l'infection, la mauvaise position de l'implant, le décèlement, donc l'instabilité du genou, les lésions du système extenseur et l'arthrofibrose. Il y a des causes extrinsèques, telles que la pathologie de la hanche ou du genou ou la pathologie vasculaire. Il y a des rares causes telles que la synovite, donc les atteintes neurologiques, donc l'algodystrophie, le problème d'accidenté de travail, les ossifications hydropotiques et les problèmes psychiatriques. Donc, si on va analyser la présence de la douleur en fonction de l'apparition, si la douleur est différente par rapport à la douleur en préopératoire, il faut suspecter une infection, un mauvais positionnement de l'implant ou un loosening, donc un décèlement, une instabilité du genou ou une lésion du système extenseur ou une arthrofibrose. Si la douleur est la même qu'en préopératoire, il faut suspecter une pathologie de la hanche, telle que dans notre cas, je crois, numéro 3, hein, AK, où il a une infection tardive. Hein. Pathologie de la hanche ou du genou, une pathologie vasculaire.
si la douleur est installée immédiatement, donc après la prothèse, il faut suspecter une infection ou une fracture ou un mauvais positionnement de la prothèse. S'il y a un délai, donc un intervalle, c'est-à-dire la prothèse, au début c'était bon, puis par la suite, il a eu l'apparition de douleur, il faut rechercher une infection, un mauvais positionnement d'implant, une instabilité du genou ou des lésions du système extenseur. Dans tous les cas, là, ça, je l'ai trouvé donc, récemment, cet article-là qui a été écrit par Nayak et Weimar dans son livre Painful Total Arthroplasty, dans l'arthroplastie. Donc, quelles sont les possibilités diagnostiques en fonction du type de douleur? S'il s'agit de douleurs nocturnes, il faut penser à une infection ou à un épanchement. Si la douleur apparaît lorsqu'il y a à la descente ou à la montée d'escalier, il faut penser au problème de malrotation fémorale ou au problème s'il y a des problèmes d'instabilité. S'il y a une douleur antérieure, il faut penser à une tendinite ou bien un patella maltracking. S'il y a une douleur postérieure du genou, il faut penser à un problème de capsule postérieure qui était donc tendue, ou bien un problème un impingement du tendon poplité. Tu dois parler d'un cas que tu as vu avec notre ami. Donc, tu l'as vu sur la toscopie, voilà, Ramzi. Il a eu donc, s'il a des douleurs donc, à l'extension complète du genou, il faut chercher donc un problème d'impingement antérieur. S'il a de la douleur pendant la flexion complète du genou, il faut rechercher s'il a oublié des ostéophytes. Et donc, s'il a une douleur qui est au débarrage de la marge, il faut rechercher s'il y a un loosening, s'il y a donc un desserrement. Ou bien s'il y a un épanchement tel que dans notre quatrième cas, il faut penser au desserrement ou bien à l'instabilité. Quel est l'algorithme décisionnel? Ça a été fait de cet article-là, publié dans l'AOS. Donc, la première question, est-ce que la douleur siège au niveau du genou? Et là, c'est pour éliminer les causes extrinsèques, telles que la pathologie de la hanche du genou, la pathologie vasculaire, ou bien une fibromyalgie autre. Si les lésions siègent au niveau du genou, la première question, est-ce que le genou est infecté? Donc, toute prothèse douloureuse, au début, toute prothèse douloureuse, et on pense qu'il s'agit du genou, il faut éliminer l'infection. S'il est infecté, soit les symptômes sont précoces, on peut faire une irrigation avec changement de polyéthylène, ou bien s'il y a un germe, si on trouve un germe, on peut faire un changement en un ou en 2 temps. Si la prothèse n'est pas infectée, à ce moment-là, il faut voir le système extenseur, le mécanisme extenseur. Est-ce qu'il est rompu? S'il est rompu, donc il faut traiter en fonction de la pathologie, s'il a une fracture, s'il a une rupture du tendon. On n'hésite pas donc de faire rapport donc, à des jutures ou à des allogreffes. Si le système extenseur est intact, il faut voir les composants de la prothèse. Est-ce qu'ils sont bien fixés ou est-ce qu'ils sont mal fixés? Si ils sont mal fixés, ils sont mal positionnés, il faut considérer une révision de la prothèse. S'ils sont bien fixés et bien alignés, il faut voir est-ce que le genou est stable. Si le genou n'est pas stable, il faut faire une immobilisation ou bien penser à une reprise avec une prothèse de haut niveau de contrainte. Si la prothèse était stable, il faut rechercher est-ce qu'il y a une raideur, est-ce qu'il y a une arthrofibrose. S'il y a une raideur, c'est une complication difficile à traiter. Il faut faire de la rééducation, considérer s'il y a au moins de 3 mois une mobilisation générale, au-delà de 3 mois, considérer les visions, mais avec beaucoup de précision, avec beaucoup de précaution. Et puis, s'il n'y a pas d'arthrofibrose, il faut penser aux cas rares, tels que les fibromyalgies, tels que aux accidents de travail, tels que le problème d'allergie aux métaux. Donc, la première cause à éliminer, c'est l'infection en faisant des caractères externes majeurs, les critères qu'on nous a montrés. Donc, lorsque les patients présentent une douleur après PDG, il ne faut pas savoir que dans tous les cas, on peut avoir des bons résultats. Donc, on peut faire une révision avec une bonne chance de succès, un peu vert. C'est dans l'aseptic losing, lorsqu'il a eu l'usure du polyéthylène, dans la stabilité, dans l'infection, dans l'immobilisation, le positionnement. Il s'agit d'arthrofibrose, sensibilité, d'allergie aux métaux, ou bien d'un problème patellaire,
il faut y aller, procéder à une révision avec précaution. C'est pas sûr d'avoir un bon résultat. Dans les autres cas, il faut y aller. Donc, s'il vous plaît, mettez votre micro sur mute. دكتور عبيد فوزي بالله الميكرو تحطوا مود ميوت s'il te plaît. دكتور فوزي عبيد. Là, il est sur mute maintenant. Bon. Donc, quels sont les résultats après reprise de prothèse? Le meilleur résultat se voit dans les, après décèlement aseptique. Les résultats moyens après instabilité ou mauvaise position ou dans les infections. Les plus mauvais résultats, c'est dans l'arthrofibrose, dans les raideurs. Donc, faut-il resurfacer une patella lorsqu'il a une douleur entre les genoux? Il ne faut surtout pas la faire lorsqu'il a un patella mal tracking tel que dans ce cadre-là. Il ne faut jamais resurfacer ça. On va toujours avoir un mauvais résultat. Même si c'est une prothèse qui n'a pas été. Donc, s'il avait cela, on voit très bien qu'il est mal tracking. Il a un tilt. Et c'est une prothèse, donc il y a une mauvaise course rotulienne lors de l'affection de genou. Lorsqu'on a une prothèse douloureuse, on cherche si on doit faire ou pas une révision. Dans certains cadres-là, on peut faire un test d'injection d'anesthésique locale avec 5 ml de 1% de lidocaïne et 5 ml de 0,5% de bupivacaïne. On mélange ensemble. S'il y a une régression de la douleur de plus que 50%, on peut espérer avoir un bon résultat. Et donc, c'est un test qu'on peut utiliser. Donc, surtout dans les prothèses douloureuses, il faut savoir que les prothèses, il faut pas toutes les prothèses, c'est pas comme dans le cas, toutes les prothèses, on les a repris. Sur la pratique, la majorité des prothèses douloureuses, on ne les reprend pas. Surtout lorsqu'on ne comprend pas pourquoi elles ont mal. Il faut savoir que ceux qui ont des douleurs inexpliquées de la prothèse, on peut avoir les douleurs régressées telles que dans l'étude d'Elson, dans 50% des cas, 5 ans après. Maintenant, se pose le problème de prévention. La première des choses, c'est l'indication. Là, on voit une prothèse qui est bien mise, on voit c'est bien. Mais lorsqu'on voit l'indication, tu imagines bien l'attente du patient. C'est pourquoi le patient ne peut pas être amélioré. Hein. Mais mes recommandations, c'est avant tout, il faut mesurer tout ce que vous coupez. Et il faut que les implants que vous coupez, vous réimplantez, soient égaux, donc pour récupérer, pour reprendre l'anatomie. C'est ce que j'ai dit maintenant pour la rotule, donner la même hauteur rotulienne. Il faut surtout, pour ma part, dans ma partie, donc, je m'intéresse beaucoup maintenant au partie molle. Il ne faut pas faire des agressions de partie molle. Pour ma part, ça ne sert à rien de faire une synovectomie. Il faut préserver le tendon patellaire pour éviter de rentrer de genou. Il ne faut pas utiliser de tourniquet. Et surtout, comme le disait tout à l'heure mon ami Mahmoud Ben Maitigue, il ne faut pas oversize les prothèses. Il ne faut pas mettre des prothèses plus grosses que le genou initial, pas oversize. Et donc, le resurfacing de la patella, j'en ai parlé tout à l'heure, s'il y a une arthrose fémoro-patellaire, si l'épaisseur de la prothèse est de plus que de 20 mm, il faut toujours vérifier en péropératoire, même dans les prothèses d'essai, qu'il y a un good tracking, donc une belle course rotinienne, qu'il n'y a pas. Il faut que la rotule descende d'elle-même. Il ne faut pas que vous poussez ou que vous la suturez avec force, ou avec un fil, ou avec une pince à champ, pour voir que la rotule est bien positionnée. Il faut que ça descende toute seule. Pour en terminer, je vous présente ce cas-là. C'est une femme de 63 ans qui est obèse, qui avait sa mobilité, une bonne mobilité de genou, donc qui avait une arthrose fémoro-tibiale, fémoro-patellaire. Dans ce cadre-là, je n'ai pas fait le surfacing de la rotule puisque la rotule était de moins de 19 mm. Je la vois donc après 6 mois. Elle a une bonne mobilité. Elle a une bonne fonction. Mais la patiente me dit qu'elle a mal sur le côté externe du genou. Elle a mal du côté externe. Je la revois. Donc, la prothèse, l'initiale, je ne vois pas grand-chose. Voici sa prothèse mise. Vous voyez l'articulation. Voici qu'il avait un bon tracking, les mobilités péropératoires. Et je fais radio actuelle. Je ne vois pas grand-chose.
Et je demandais l'échographie, et sur l'échographiste qui me disait qu'il avait un épaississement des parties molles du côté externe. À ce moment-là, je voyais la littérature, et en effet, on décrit des douleurs du compartiment externe liées à des conflits avec la bande tibiale, avec le biceps fémoral, avec la flabella, avec le tendon poplité, et tu en as un cas, Ramzi, avec le ciment ou bien avec les isophytes. Et dans mon cas, lorsque je vois bien la radio, en effet, mon plateau tibial dépasse un petit peu la surface osseuse. Cette patiente a été traitée médicalement, je n'ai pas reprise. Et c'est depuis, je fais beaucoup plus attention lorsque je mets mon plateau tibial par rapport au côté externe, puisqu'on le voit mal, surtout puisque je n'enlève pas le ligament adipeux. Et donc, je fais attention de telle façon que mon plateau tibial ne dépasse pas du côté externe. On le voit bien du côté interne, ça ne dépasse pas, mais du côté externe aussi. Et sur ça, je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas être long et j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. S'il y a encore des questions, je suis là pour répondre. Merci, Dr Fakhereddine, pour cette excellente mise au point, mise à jour. Donc, est-ce qu'on a des questions, des remarques? Donc, merci beaucoup tout le monde. Madame Bina, si on va faire une photo d'ensemble, hein. Ouvrez vos caméras. Ouvrez vos caméras, quand vous avez vos caméras. Thank you, Professor Fakhereddine Triki, Professor Ramzi Bouzidi, Professor Mahmoud Ben Abdallah. I would like to thank all of you and all the presenter and all the faculty. It is really outstanding meeting, and it really add value to me. I congratulate you for this meeting and looking forward for further meeting. Thank you all. We are welcome, Dr. Mustafa. Welcome. 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 Merci Always. beaucoup. Thank you. We will take a group photo. A group photo. Thank you all for all. Thank you for the kids. Donc, this session is with the kids. Thank you very much, the kids. You are thank you very much. You are wonderful. Excuse me, I don't speak English fluently, as you. Merci beaucoup à tout le monde. Au prochain rendez-vous, lundi d'orthopédie, vous sera annoncé sur la page Facebook et sur le site internet sotcot.tn. N'oubliez pas votre site internet de la société sotcot.tn. Il y a toujours les informations nécessaires et c'est un site qui est en train d'être retapé. Merci et au revoir. Merci à vous tous. Merci. Et au revoir tout le monde. Merci, bonsoir.